tourne à présent vers un de ses avocats, Maître Almami Samouri Traoré. Il est donc du pôle des avocats de Dr Mohamed Diané. Maître Almami Samouri Traoré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Merci à tous encore les auditeurs. une fois d'avoir accepté notre invitation. Sans je voudrais poser la première question. Allez-y donc. On en parlait tout à l'heure. De plus en plus, vos clients supportent la détention ou peut-être supportent les décisions qui sont prises. Est-ce que on peut dire que leur morale commence à être atteint? Oui, merci déjà. C'est évident quand même que le moral, effectivement, va être atteint lorsque pendant plusieurs mois vous êtes détenu et que vous n'avez pas droit à la justice de votre pays. Vous êtes privé de vos familles et de vos proches pour des accusations que ceux qui ont porté contre vous peinent à démontrer, même devant l'opinion publique. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, ils peuvent être atteints, déçus, même peut-être d'avoir servi la République à un moment donné. Ça peut arriver. Mais aussi, ce sont des personnes quand même qui sont responsables et qui savent que tout peut arriver dans la vie et qu'il faut se battre contre l'arbitraire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Maintenant, ils sont en train de le faire. Ça les agace maintenant. Vous décidez de ne plus défendre le dossier Dr Mohamed Diané. Pourquoi? Alors attention, attention aux expressions. Donc. Nous n'avons pas décidé de ne plus défendre Dr Mohamed Diané. Les avocats que nous sommes, nous ne sommes pas déportés. Mais vous êtes pourtant retiré. Oui, c'est pourquoi les termes ont leur importance. Alors vous décidez nous de vous avons retirer. suspendu notre participation au procès. Nous restons toujours des avocats du Dr Mohamed Diané. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'autres procédures, notamment la Cour suprême, que nous défendons. Ce que nous, on a décidé de faire, c'est qu'on a refusé de nous associer à une parodie de justice, à un blanchiment en fait de procédures ou à l'utilisation de l'institution judiciaire comme un instrument d'injustice pour régler des comptes peut-être politiques ou personnels. Je n'en sais absolument rien. Mais les avocats que nous sommes, nous nous respectons. Nous appartenons également à un corps qui se respecte. Donc on estime que si on pense que les garanties d'un procès juste et équitable prévues par les dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme ne sont pas garantis, ça ne sert à rien pour un avocat de continuer à participer à une procédure qui n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé non seulement de suspendre notre participation au procès, ils le savaient déjà, hein, la chambre de jugement est au courant parce qu'elle a été saisie par écrit, le procureur également a été informé, toutes les autorités et même le premier président de la Cour suprême, tout le monde a été informé, y compris même le PM, voilà, a été informé de cette situation-là, tout à fait. Et quelle était la pertinence d'informer le Premier ministre par rapport à une procédure judiciaire? Non, c'était une signification d'une décision. Vous savez, quoi qu'on dise, le gouvernement a dans sa politique la protection des droits de l'homme. Ça fait partie. La preuve, c'est qu'il y a un ministère de la Justice et des droits de l'homme, et même le ministre des droits de l'homme a été également informé de la situation. Les personnes que nous défendons sont des hauts responsables du pays qui ont quand même à un moment donné incarné la République et qui sont victimes de leur propre justice, la justice de notre pays. Donc il était important d'informer. Ce n'est pas que les institutions même internes, nous avons informé même le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On peut imaginer que c'est un moyen de défense. Vous ne vous retirez pas pour vous retirer. Non. Mais quelle peut être la plus-value de cette démarche-là sur la défense de vos clients? Écoutez, à quoi vous vous attendez? Je vais vous dire quelque chose. La présence d'un avocat dans une procédure permet de donner une crédibilité au procès. Parce que nous sommes des acteurs essentiels du procès pénal. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça permet à celui qui est poursuivi que ses droits soient respectés, les droits de la défense soient respectés. Ce que les gens oublient souvent, quand un avocat intervient dans une procédure, ce n'est pas forcément de déclarer la personne non coupable des faits. Il peut y arriver que la personne soit effectivement coupable des faits. Mais l'avocat doit être là pour l'assister, pour que les droits fondamentaux de la personne soient respectés, les droits de la défense.
Et parmi ces droits-là, vous avez la présomption d'innocence, par exemple, et vous avez quand même le droit à ce que le dossier de la personne soit jugé dans un délai raisonnable. Et aussi que les décisions de justice quand même qui sont rendues en sa faveur et qui ont un caractère exécutoire soient exécutées. Nous avons estimé que le docteur Diané bénéficie, tout comme Kassouri et autres, parce que ça ne concerne pas que Diané seulement. Ils ont bénéficié d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui s'ajoute aux décisions qui ont été déjà rendues par les juridictions internes. On a demandé à ce que cette décision-là soit exécutée. Parce que ce que nous disons, nous ne l'inventons pas. Quand vous prenez l'article 19 du protocole additionnel de la CEDEAO qui détermine quelle est la force obligatoire ou le caractère exécutoire des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qui est curieux, c'est que l'État même était représenté dans cette procédure. L'État a envoyé 2 avocats pour se défendre. Malheureusement, ils ont perdu. La Cour a estimé qu'il y a non seulement une violation de la présomption d'innocence, mais également que la détention de ces messieurs était devenue arbitraire et qu'il fallait les libérer de manière immédiate. Donc, la présence d'un avocat est très important. Nous avons décidé de ne pas y participer. Maintenant, et vous avez vu que l'effet que cela a donné, parce que la Chambre, puisque dans l'ordonnance de la CRIEF, il est obligatoire que celui qui est poursuivi soit assisté d'un avocat, la Chambre était obligée de saisir le bâtonnier aux fins de commission d'office. Et pourquoi le bâtonnier, pourquoi le barreau refuserait-il de commettre un avocat à Dr Mohamed Diané? Alors, je ne commenterai pas la lettre du bâtonnier parce que je ne l'ai pas vue. La Chambre, vous êtes avocat? Oui, justement, je n'ai pas lu la lettre là. J'ai juste écouté parce que le président de la Chambre de jugement a lu la lettre. Donc, j'ai pu retenir en substance ce qui a été motivé par le barreau. Vous savez, le barreau est une institution responsable. Quand je dis une institution responsable, c'est vraiment la sentinelle de l'état de droit. Donc, si des avocats ont suspendu leur participation dans un procès pour un motif aussi sérieux et pertinent que le refus d'exécution d'une décision de justice, je vois mal quel barreau responsable commettrait des avocats d'office pour remplacer des avocats qui ont simplement voulu faire respecter les décisions de justice. C'est le sens, en réalité, de mon point de vue. Si le barreau le faisait, il se rendait coupable, complice de cela, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Oui. Mais et s'ils ne le font pas, et si on reste en l'état, qu'est-ce qui risque de se passer? Votre client n'a pas d'avocat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la procédure se bloque, c'est ça? Écoutez, la procédure ne peut pas évoluer. À l'état, la procédure ne peut pas évoluer, sauf si ils font du forcing pour priver aussi de son droit à avoir un avocat et le procès. Mais ce que je peux vous assurer, Dr Diané ne dira pas un mot tant qu'il n'a pas, d'abord tant qu'il n'est pas libre, et deuxièmement, tant que ses avocats ne sont pas à ses côtés. Voilà. Oui, non, mais vous, avec votre présence, les décisions n'ont pas été respectées. Il a été détenu depuis plus de 2 ans. Est-ce qu'avec votre absence, ce n'est pas du pain béni pour ceux qui le retiennent en détention? L'histoire le retiendra. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre pays. On banalise. Voilà, on suit beaucoup d'événements. Hein. Il y a des procès qui se tiennent et qui sont en cours, dans lesquels je suis constitué et tout ça. L'histoire... C'est le cas de celui du 28 septembre. Beaucoup d'autres procès, voilà, je veux dire comme ça. L'histoire se répète. Et on retiendra quand même que l'État guinéen a privé ses citoyens de leurs droits. Ça fera partie de l'histoire de notre pays. Ça ne libère pas Dr Diané. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va sortir un jour. Parce que, vous vous rappelez, il y avait les membres du FNDC à un moment donné qui étaient en prison ici. Vous parlez tout à l'heure de Ousmane Gawal Diallo qui était en prison. Qui dit aujourd'hui que c'est la presse qui fait que l'opinion pense que non, ceux qui sont en prison sont détenus politiques. Oui, vous savez, notre pays n'a pas de chance, je le dis personnellement. Ça, c'est un autre point de vue que je dis, n'a pas de chance en fait d'avoir en fait une catégorie d'intellectuels qui se démarque de certaines situations. J'ai vu la tribune par exemple de Gassama qui a quand même décrit quel est l'état de notre pays par rapport aux questions des droits de l'homme. Les gens doivent prendre position. Je regrette souvent, l'actuel PM quand on me dit qu'il a été militant en fait des droits de l'homme. Sincèrement, je me pose la question,
quelle était sa conviction en réalité à l'époque. En allant dans ce sens-là. Ceux qui sont en prison, ce sont ses collègues. Ils savaient quelle était leur situation. Il est Premier ministre. Les gens ont dit souvent que Gomu voulait s'immiscer dans les affaires, il a des difficultés avec Charles Roy, mais le Premier ministre, d'abord, il est chef du gouvernement. Il doit savoir comment la politique du gouvernement en matière pénale... Est-ce que ça sous-entend que vous n'êtes pas satisfait du niveau d'engagement du Premier ministre dans ces dossiers qui vous concernent? Est-ce qu'il ne fait rien pour ces questions qui sont pourtant très intéressantes concernant le Premier ministre Kassouri, concernant les ministres d'Alpha Condé qui sont en prison? Ça veut dire que jusque-là, il n'a encore pas fait grand-chose en tant que Premier ministre? Il n'a absolument rien fait. Et il a un rôle à jouer. Et il a un rôle à jouer. Absolument. Je vous dis que l'État guinéen est évalué en matière de droits de l'homme chaque année, suivant des rapports qui sont produits par le commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme. L'État est évalué. Vous ne pouvez pas... Vous savez, j'ai dit un jour à Espace que pour moi, ça va même au-delà du Premier ministre. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez la charte de la transition, il est dit que le président de la transition est le garant de l'exécution des décisions de justice. C'est un serment qu'il prête. Bon, j'aurais aimé que lui-même il prête serment sur le Coran. Peut-être qu'il ne l'a pas fait par rapport comparé aux autres. Mais qu'est-ce qu'il fait lui-même pour l'exécution des décisions de justice? Pourtant, je pense que ça fait partie quand même des éléments ou des arguments qu'ils ont soulevés ou qu'ils ont brandi quand même pour prendre le pouvoir. Mais à date, pour le Premier ministre Baouri, qui peut-être ferait une marche sur les œufs, en ce moment, on sait un peu comment la cohabitation se passe. À quoi vous vous attendez venant de lui? Qu'est-ce qu'il devrait véritablement faire? Parce qu'il est établi quand même que ceux qui sont en prison, ce sont des prisonniers politiques. Et même lui, dans certaines de ses dénonciations, il semblait dénoncer leur emprisonnement depuis tout ce temps. Et non, on parle d'avant la primature. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait et qui vous agace? Parce que là, vous le mentionnez dans vos dénonciations. Oui, il est le chef de l'administration, en fait. Donc, il a quand même un ministre de la Justice qu'il peut approcher pour connaître quand même la situation. Non, il la connaît parfaitement. Non, parce que nous, il est au courant. Parce que vous savez pourquoi on signifie, on notifie les décisions. On veut que tout le monde soit au courant. On met dans la presse. Vous savez, c'est malgré nous, nous avocats, que nous venons dans la presse pour expliquer certaines choses. C'est quand on a des difficultés qu'on vient. Il y a des dossiers, moi le client me dit, maître, vous avez travaillé, je suis satisfait de votre boulot. Parce qu'il sait pertinemment que là, ce n'est plus l'avocat. Même n'ayant pas gain de cause, c'est ça? Si, on a déjà obtenu gain de cause. Et docteur Diané, on n'a pas eu à l'interne. C'est-à-dire qu'on a gagné à tous les niveaux ici, parce que l'autre structure de blocage, c'est la Cour suprême. Regardez très bien. Aucune décision. Ali sait, le procureur spécial sait pourquoi il fait pourvoi. Parce qu'il sait qu'à la Cour suprême, on va bloquer. Regardez très bien, vous avez vu quel ancien dignitaire dont le dossier est passé à la Cour suprême. Mais par au tout début. Damantan en était sorti. C'était quand? Oui, mais je veux juste... Non, je veux juste vous dire, ça veut dire que quand ça a été fait... Après ça a été verrouillé? Absolument. C'était une erreur à ne plus commettre. Justement. Et depuis lors, quelle est la décision, honnêtement, que vous avez vue concernant ces anciens dignitaires? Vous savez, parfois, attendez, j'ai juste à ajouter ça. Parfois, on fait un mauvais procès entre guillemets à la CRIEF. Vous savez, la CRIEF est une institution composée de magistrats de plusieurs catégories. Vous avez les juges du jugement, donc les juges du jugement, les juges du siège, qui sont composés de magistrats instructeurs et de juges du jugement. Et vous avez le parquet. Le problème fondamental de la CRIEF, c'est le parquet. Je ne dédouane pas les autres, mais c'est le parquet, parce que le parquet, d'abord, qui ne fait pas d'enquête avant de mettre les gens en prison, et qui exerce les recours intempestifs, même les décisions qui sont exécutoires. Je prends l'exemple sur le cas de Dr Ibrahima Kourouma. Voilà quelqu'un, je ne suis pas son avocat, mais je vais juste vous... Combien de fois, en fait, c'est désastreux. Dans la presse, en fait, voyez-vous, il a fait plus de 24 mois en détention préventive. Détention préventive, on te place en détention en attendant qu'on vérifie les choses. Le mandat, c'est 4 mois renouvelables. Lui, son mandat n'a jamais été renouvelé. Or, la loi dit que si le mandat n'est pas renouvelé, la liberté est d'office. Ils ont saisi le juge de référé qui a ordonné sa mise en liberté. Et pour tous ceux qui savent, tous ceux qui sont
qui s'y connaissent dans la procédure savent que les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute et nonobstant tout recours. Ça veut dire que lorsque le juge de référé statue, avant même qu'on enregistre la décision, la personne doit être libérée. Mais le parquet fait délibérément pour appel et le maintient en prison. Il a le droit de faire appel, mais il doit le faire sortir. Lui, en appel, il a gagné. Vous savez, le dossier à la Cour suprême, ça fait combien de temps? Mais on ne fait que renvoyer. Il y a une autre procédure. Non. Dit la loi par rapport justement. Oui, il va finir. Non. Il y a une autre procédure. Pas de la, oui, non, il y a une autre procédure. Non, il y a une autre procédure. Oui. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le barreau a eu une réunion avec la Cour suprême en fait, pour régler un certain nombre de dysfonctionnements, notamment la gestion des dossiers. Il a été dit que, par exemple, quand vous prenez les procédures de sursis à exécution, le sursis à exécution, en fait, si une décision est rendue, puisque normalement les décisions qui sont rendues en appel sont exécutoires, sauf si vous saisissez la Cour suprême d'une requête aux fins de sursis, qui va rendre une décision pour suspendre l'exécution de la décision en attendant que l'affaire soit examinée en appel. Quand vous prenez l'affaire de Bill Gates, par exemple, on a obtenu une décision où la chambre de contrôle a dit que la décision est exécutoire nonobstant tout recours et avant enregistrement. Le procureur spécial, sachant bien entendu que cette décision est exécutoire, il a demandé un sursis à exécution de la décision. On est parti dans l'audience de sursis. La Cour a mis son délibéré à 3 mois pour une question de détention. Alors que, au sorti d'une réunion entre le barreau et la Cour suprême, il avait été dit que les décisions de sursis doivent être prononcées sur siège. Pourquoi on enverrait ça jusqu'au 23 juillet pour statuer sur le sursis? C'est une manière en fait d'accorder le sursis sans l'accorder parce que vous savez, une décision, quand elle sort de la Cour suprême, elle va être lue. Mais la détention des gens, c'est tellement manifeste que la Cour suprême elle-même ne sait pas quoi faire. Donc elle ne fait que reporter. Donc le plus gros problème de ces gens qui sont en prison, c'est le parquet spécial et la Cour suprême. Oui, mais moi j'ai un souci. Voilà, moi j'ai un souci avec ça. C'est-à-dire qu'un juge, d'abord avant la Cour suprême, qu'un juge décide, tel que l'avant-dernière décision concernant le cabinet Sylla Bill Gates, où on a demandé à ce qu'il soit libéré nonobstant tout le coup et avant enregistrement. Est-ce que dans des conditions comme dans de pareilles circonstances, le parquet a la possibilité de faire fi d'une décision rendue par ces juges-là? Si le parquet intervient, est-ce que le juge n'a pas un pouvoir, si vous voulez, pour dire non, c'est ce que nous avons rendu et nous veillons à ce que ça se passe de cette manière-là? Non, ou tout au moins dès après la décision. Le juge, en fait, quand le juge décide, il est dessaisi complètement, il ne peut pas lui-même exécuter sa décision. C'est le parquet qui essaie d'exécuter la décision. Maintenant, il y a un problème fondamental qui va être posé très prochainement, en tout cas au barreau, c'est la question de l'ordre de mise en liberté qui doit être délivré par le parquet pour que l'intéressé sorte à la suite d'une décision exécutoire. Cet ordre de mise en liberté n'existe pas dans le code de procédure pénale. C'est pourquoi il a été inséré dans le code de procédure pénale le juge d'application des peines. Et le juge d'application des peines ou d'exécution des décisions de justice n'a pas encore été nommé par les autorités. Donc tout est une question de volonté politique. Normalement, c'est à ce juge-là il fallait se diriger pour exiger l'exécution des décisions. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que quand vous refusez d'exécuter une décision de justice, alors que vous savez pertinemment que c'est exécutoire, il y a des conséquences. On en tirera. Vous savez, il y a eu des procédures ici, même dans le cas de l'ancien procureur général, qui était ancien ministre, nous avons initié des procédures au Conseil supérieur de la magistrature et même à la Cour suprême. La procédure n'a pas connu de suite. Pourquoi? Parce que la personne est dans une position avec le régime qui ne permet pas à ce que les gens là examinent le dossier de manière beaucoup plus efficace. Ces dossiers viendront à un moment donné, ils seront réveillés. Mais dans tous les cas, moi j'ai toujours dit que c'est l'histoire du pays et rattrapera toujours. Moi je me fondais quand même l'espoir. Sa question, l'autre point de la question de sécurité, est-ce que la Cour suprême aussi a un délai pour examiner, pour vider les dossiers qui sont pour lesquels elle est saisie? Alors, je vais nuancer les choses. Première chose, c'est que vous ne trouverez pas dans les décisions de la Cour, dans la loi sur la Cour suprême, une disposition une disposition qui fixe un délai. Qui limite dans le temps. Effectivement. Mais ce qui est commun, et que ce soit en jurisprudence, que ce soit dans les principes généraux du droit,
c'est que chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable. Non seulement c'est prévu par le Code de procédure pénale, c'est prévu par le pacte international, le pacte de droit, international relatif aux droits civils et politiques. Aujourd'hui, lorsque vous avez une question de détention, je prends juste un exemple. Quand vous introduisez une demande de mise en liberté, il y a un délai de traitement. Il y a la chambre, le juge d'instruction, quand il reçoit la demande de mise en liberté, il doit communiquer au parquet. Le parquet a 5 jours pour réagir et quand ça revient, la chambre, le juge d'instruction a 3 jours. Vous comprenez? Et quand vous placez quelqu'un en détention, l'intéressé a 24 heures pour faire appel. Voyez-vous que les délais sont courts. Maintenant, quand le dossier arrive en appel, le parquet, la loi dit que le parquet doit mettre le dossier en état dans les 48 heures de sa réception et saisir la chambre de contrôle. La chambre de contrôle a 10 jours pour statuer. Et la loi dit que si la chambre ne statue pas dans les 10 jours, l'intéressé doit être mis immédiatement en liberté. Si on a prévu ces délais très courts pour les juridictions inférieures, c'est qu'on sait qu'à la Cour suprême, on a des magistrats qui sont bien avisés, qui sont déjà passés par là et qui doivent savoir que les délais de détention, effectivement, doivent être examinés dans un délai raisonnable. Au Sénégal, c'est dans 2 semaines, la détention est réglée. Et les magistrats de la Cour suprême ont reçu une formation dans ce sens-là ici à Koya par rapport à ça. On ne peut pas gérer une... C'est pourquoi, au sortir de la réunion, il a été dit que les sursis, c'est sur le champ. C'est-à-dire que quand on plaide, le juge rend sa décision immédiatement. Mais comment vous comprenez qu'on renvoie à 3 mois? Mais moi, je voudrais vous poser une dernière question dans le cas de ma part. Et à un moment, on disait le problème, c'était le ministre Charlotte avec les injonctions et tout ce qui s'ensuit. Et vous-même, vous avez eu une procédure avec lui quand il a mis sur la place publique des informations bancaires de votre client, cabinet, SILA et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même un nouveau ministre. Ça fait quand même 2 à 3 mois. Quelle est votre perception de ce point de vue-là? Si on peut aborder le volet politique de ces procédures-là, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Avec le ministre actuel? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, j'ai mon avis personnel sur cette question, mais je ne sais pas. Pourquoi ça devrait vous gêner? Parce qu'avec Charlotte, on a tous dit ici qu'à un moment donné, il est même allé jusqu'à lui dire qu'il n'était pas satisfait du travail de la CRIEF. Est-ce que le nouveau ministre fait quelque chose pour redorer un peu le blason de ces institutions judiciaires-là qui sont sous sa tutelle? Écoutez, ça c'est une opinion de Charlotte. Bon, je ne commente pas une opinion. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que ce ministre, en fait, il ne bouge pas sur ces questions-là. Nous, on lui a saisi. Le nouveau? Bien sûr. Ok. Non seulement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a informé tout le monde, on lui a saisi. Et par rapport au cas de Kassori et Ghané, on lui a écrit. On a même demandé une audience. Ça fait plus de 2 mois. On n'a jamais été reçu. Et ça, on l'a saisi pas en tant que ministre de la Justice, on lui a saisi en tant que ministre des Droits de l'Homme. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Quand on lui a saisi en tant que ministre des Droits de l'Homme, on a couru là-bas pour avoir une audience, il ne nous a jamais reçus. Moi, j'ai la décharge du courrier, tout ce que je dis, c'est avec preuve. Ça fait plus de 2 mois, on n'est pas reçu. Sur ces cas-là. Donc pour moi... Le problème n'était pas... déjà, oui, absolument. Mais Maître Traoré, quand on vous pose les questions sur les comportements... tout le monde a peur. Vous savez, au début, quand je suis venu à la CRIEF dans un dossier là-bas, on me dit, mais votre dossier ici, c'est pas ici, il faut aller au palais. Il dit, mais moi, je suis avocat. Je ne vais pas parler. Quand on vous parle des multiples blocages dans vos procédures, vous invoquez l'histoire. Vous dites l'histoire jugera chacun. Est-ce que vous réalisez que vous dites ça dans un pays où on ne se soucie pas nécessairement de l'histoire et de l'image? Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour terminer. Il y a des personnes... Moi, je connais beaucoup de... Il y a des gens qui sont punis de plusieurs manières. Soit, on peut poser un acte pour lequel, par exemple, on n'est pas poursuivi, mais vous pouvez être arrêté pour des faits pour lesquels vous n'avez rien fait. Mais pourtant, vous purgez la peine quand même. Ça, c'est le karma, quoi. Moi, je crois à ça, en fait. Et je crois que l'injustice, je vous assure qu'au moment où le coup d'État est intervenu, personne n'imaginait peut-être que les Fonike Mengue et autres allaient sortir tout de suite là. Mais la situation, ça arrive à tout moment, ça peut s'inverser. Qui pouvait imaginer que Diomaye Faye serait président du Sénégal?
Mais je suis convaincu que quand il a été élu, ils ont demandé aux gens là de donner leur passeport. C'est pas un aveu d'impuissance par hasard? Est-ce que ce n'est pas... De la part de qui? Non, vous. Nous avons... Mais un avocat peut faire quoi? D'accord. Un avocat, c'est de défendre son client et obtenir des décisions de justice. À la barre. Et faire, pour l'application des décisions de justice, on fait notre mieux. Ouais. Par exemple, pour le cas de Diané, on dit qu'on ne part pas. La procédure est bloquée. C'est eux qui savent comment ils vont faire. Maître Almami Samori Traoré, merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des avocats du Dr Mohamed Diané.